Bien, bonsoir à tout le monde et merci beaucoup au GRAPH pour l'organisation de ce séminaire consacré à la psychiatrie. On se disait avec Pierre Thomas en prenant l'avion que décidément on pouvait aujourd'hui parler de psychiatrie qui jusque-là pouvait paraître à certains presque un peu sale ou en tout cas difficile à approcher, et on voit manifestement que c'est un des enjeux majeurs dès aujourd'hui et à l'avenir. Et pour mettre en perspective ce séminaire, on a pensé qu'il serait utile de parler du bouleversement, des bouleversements que les neurosciences ont pu entraîner. Alors comme il y aura demain par le professeur Fakra une conférence plus spécifiquement sur l'articulation psychiatrie-neurosciences, mon propos sera plus général. Je parlerai évidemment beaucoup de psychiatrie, c'est l'essentiel de mon identité, mais j'aborderai des questions plus larges autour de ce que les neurosciences modifient ou non de notre conception de l'homme. Le plan d'ailleurs sera le suivant. Il sera beaucoup question d'imagerie cérébrale et de ce qui anime l'imagerie cérébrale, qui est en quelque sorte la possibilité nouvelle d'ouvrir la boîte noire du cerveau. Je parlerai de l'impact sur la psychiatrie, de l'impact sur nos conceptions de l'homme, et puis je me risquerai à quelques considérations sur le futur, quant aux maladies mentales bien sûr, mais plus généralement quant à l'apport des neurosciences sur ce qui définira l'identité de l'homme. Alors jusqu'ici, rappelons quelques grands chiffres pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec la psychiatrie. Il faut toujours les rappeler parce qu'on les oublie toujours. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on les rappelle, il y a une sorte de moment d'étonnement en dehors de la perception des professionnels de la psychiatrie. C'est la très grande fréquence des maladies mentales. La schizophrénie, qui est probablement la maladie emblématique, c'est 1% de la population générale, les troubles bipolaires 2-3%, la dépression 20% sur vie entière, ça veut dire dans le monde 340 millions de personnes, ça veut dire d'ailleurs d'ici peu selon l'OMS la première cause de handicap dans le monde, 1 million de suicides par an. Ça veut dire que les maladies mentales sont extrêmement fréquentes et en même temps, sauf à être un professionnel du champ de la santé mentale, on ne le sait pas. Ce qui souligne d'emblée qu'il y a un paradoxe, une forme en tout cas de cécité sur cette réalité des maladies mentales, et cette cécité qui est très largement liée au stigma qui entoure les maladies mentales. Donc des maladies extrêmement fréquentes et dont pourtant l'essentiel de la population générale n'a pas conscience de la fréquence, bien que finalement on peut dire que la plupart des familles sont concernées. Sur ce qui est du handicap, il faut souligner aussi que ça touche nos jeunes et que si on définit une métrique classique, les DALI, de handicap, on voit que toutes les causes explosent passé l'âge de 60 ans, quelque chose comme ça, et qu'avant cette augmentation de toutes les causes de handicap passé 60 ans, il y a une ligne rouge qui est d'emblée très élevée, qui est celle des maladies mentales. Donc c'est une cause de handicap majeur, une cause de handicap qui commence très tôt dans la vie. Et d'ailleurs, l'éclosion de la plupart des maladies mentales, pour ce qui est des maladies mentales concernant l'adulte, c'est chez l'adulte jeune, c'était en gros entre 15 et 30 ans. La psychiatrie, c'est aussi toujours quelque chose d'un peu, pour ceux qui l'approchent pour la première fois, d'un peu sidérant, avec des hypothèses formulées, souvent des quiproquos sur la créativité liée à la psychiatrie. Comme j'y reviendrai à la fin, il existe bien des liens entre des propriétés qui nous définissent comme êtres humains et les maladies mentales. Mais rappelons qu'au-delà de cette question de la créativité, c'est avant tout la cause d'une souffrance majeure. Les grands artistes, au-delà de l'art brut, là c'est une représentation très classique des chats de Louise Wein. Les grands artistes, vous pouvez lire par exemple l'un des derniers livres de Garouste, pointe très bien comment au cœur des épisodes féconds de leur maladie, justement ils ne sont pas féconds, leur créativité est entravée par l'acmé de cette maladie.
Alors ces conceptions larges, jusqu'ici, faisaient l'objet d'un lien hypothétique suivant la méthode anatomoclinique classique en neuropsychologie avec l'organe qui supporte la pensée, les processus psychiques, mais un organe qu'on ne pouvait observer très finement, comme c'est représenté ici, que à l'autopsie, c'est-à-dire pas du temps du vivant de nos patients, et à un moment où précisément cet organe, qui reste un organe, ne porte plus les processus qui nous intéressent. Et la grande révolution, ça a été la possibilité de regarder ce qui se passe dans cet organe du vivant de nos patients, ce qui se passe dans cet organe du vivant de n'importe quel individu qui pense, qui éprouve une émotion, qui construit une stratégie. Ça, c'est une ouverture majeure qui relève, comme je l'ai évoqué, de l'ouverture de la boîte noire, et y compris du fantasme d'ailleurs de l'ouverture de la boîte noire, en tout cas qui ouvre des perspectives, qui démultiplient notre capacité d'exploration des maladies mentales. Alors, en pratique, est-ce qu'en psychiatrie, ça a changé la donne au sens diagnostic? Il faut d'emblée souligner que non, et qu'aujourd'hui, je le rappelle, notre diagnostic repose sur des critères diagnostiques dans une méthode qualifiée de statistique, dont le professeur Verdoux vous parlera demain. C'est des DSM-5 que vous voyez là. Et aujourd'hui, aucun examen complémentaire ne vient conforter un diagnostic psychiatrique. Il n'y a pas aujourd'hui de glycémie caractérisant le diabète en psychiatrie. L'imagerie cérébrale aujourd'hui ne peut être utilisée à l'échelle individuelle pour poser un diagnostic. À ce jour, c'est une discipline purement clinique. Cela étant, ces approches, celle de l'imagerie, celle de la biologie d'une façon générale, tendent à démembrer les maladies psychiatriques, en tout cas identifier des sous-types. Voilà un exemple de review relativement récente d'un collègue de Nantes s'intéressant aux maladies métaboliques qui peuvent sous-tendre des maladies dont la présentation paraît tout à fait authentiquement du registre classique de la psychiatrie, des tableaux schizophréniques, d'allure schizophrénique, et qui correspondent à des anomalies métaboliques qu'aujourd'hui on identifie, qui sont de plus en plus nombreuses. On identifie aujourd'hui par exemple des encéphalites aussi auto-immunes, qui peuvent être la cause de symptômes psychiatriques que l'essor des neurosciences permet d'explorer. Est-ce que ça a changé la thérapeutique ? Eh bien, la psychanalyse a suivi son cours. Les psychotropes ont changé le visage de la psychiatrie. L'invention des neuroleptiques, Sainte-Anne 1952, c'est en fait, à mes yeux, les bases de ce que sera toute la psychiatrie française et essentiellement la possibilité de soigner hors les murs. La psychiatrie de secteur, avec des progrès qui, depuis les années 50, ont été constants en matière d'amélioration de la tolérance, mais pas tant que ça en matière d'efficacité. Un point peut-être qui sera rediscuté pendant ce séminaire. Cela étant, il faut redire que les traitements sont très nombreux. Ça, c'est la représentation du schéma d'une méta-analyse bayésienne de l'effet des antidépresseurs. Il y a quelques années, elle commence à dater maintenant, il y a 8 ans, par Cipriani, publié dans le Lancet. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de molécules et beaucoup de comparaisons possibles entre ces molécules. C'est ce que représentent ces traits. Et ça, c'est le schéma de celle qui est en cours, qui montre que des antidépresseurs, il y en a beaucoup. Et donc notre pharmacopée, elle est riche et il y a beaucoup à faire avec ces traitements, même s'il y a aussi beaucoup à faire encore, à améliorer. Alors ouvrir la boîte noire, qu'est-ce que ça a pu signifier pour les psychiatres ? Eh bien, c'était une surprise parce que ce que s'attendaient à voir les psychiatres du fonctionnement du cerveau, c'est quelque chose de ce registre.
parce que les constructions psychopathologiques qui permettaient de penser le fait psychique, le fonctionnement psychique, étaient, comme vous le savez, très traversées par la psychanalyse et la question de la sexualité. Ça a été une surprise que de pouvoir construire des modèles du fonctionnement cérébral, qui reposent sur une forme de mécanistique, hein, un mécano dont on construit les rouages, dont on identifie, on ne les construit pas, on fait l'hypothèse de ces rouages, on vérifie qu'ils sont impliqués dans tel ou tel processus, avec à cette fin des méthodes de psychologie expérimentale, et puis le fait de pouvoir regarder dans le cerveau ce qui correspond à tel ou tel phénomène. Et aujourd'hui, cette logique de l'ouverture de la boîte noire, elle va jusqu'à, dans les dernières techniques utilisées, la possibilité d'une forme de transparence du cerveau. D'ailleurs, c'est le nom de l'une des dernières techniques mises en place. Alors là, ce n'est pas un cerveau d'homme, c'est un cerveau de souris. En fait, il y a deux cerveaux sur cette image. Il y en a un qui est normal, et puis il y en a un qui a été transformé par la méthode qu'on appelle Clarity, qui de fait permet de voyager à travers ce cerveau. Ça veut dire qu'ici, là, il y a le cerveau de l'homme invisible, enfin de la souris invisible ici, et on va plonger dans ce cerveau et constater qu'on peut en apprécier tous les détails anatomiques au gré de ce voyage dans les structures cérébrales fort complexes qui constituent cet organe. Ce qui est une technique, donc la technique dite Clarity, dont on voit bien que, alors pour le coup, elle n'est pas in vivo, mais elle permet une appréciation de la structure du cerveau que l'anatomopathologie classique ne permettait pas du tout, et évidemment avec la possibilité de corrélation anatomoclinique beaucoup plus fine que celle qui était possible jusqu'ici sur la base de la neuropathologie classique. Alors est-ce que ça relève d'une sorte de fascination pour des endroits du cerveau qui s'allument selon qu'on fait ceci ou cela, ce qu'on appelle classiquement le syndrome de l'arbre de Noël, et d'une sorte de complaisance à simplement regarder une boule s'allumer ici ou là? Eh bien en fait non, parce qu'il ne s'agit pas seulement de voir ce qui peut corréler à telle ou telle activité cérébrale, il s'agit aussi de montrer que telle ou telle région a telle implication causale. Alors le terme causal, j'y reviendrai, probablement pas très adapté, en tout cas nécessaire à cette fonction. Et ça a été le fait de techniques très étonnantes, dont l'optogénétique, qui permet de stimuler, d'activer ou d'inactiver spécifiquement des circuits cérébraux dont on définit très précisément la nature et qui permet donc de caractériser l'implication de tel ou tel circuit dans tel ou tel comportement. Alors ça se fait chez la souris, et puis ça donne, par exemple, dans ce test très classique de l'anxiété, vous voyez une petite souris ici qui est je ne sais pas si vous la voyez bien, oui, ici, qui est branchée donc avec cet appareil d'optogénétique. La lumière est off, ça veut dire qu'on n'a pas du tout activé ce circuit dans le gyrus denté. Et puis, vous voyez qu'elle ne se rend pas dans ces bras-là, de ce petit labyrinthe, où elle ne s'y rend qu'à partir du moment où on a activé ce circuit. Or, se rendre dans ces bras ouverts, c'est angoissant pour une souris, parce qu'elle est plus protégée par les petits murs des bras fermés. Et ça, c'est une mesure simple du niveau d'anxiété de la souris. Ce qu'on montre donc, c'est que quand on active cette région du cerveau, on permet à cette souris d'aller dans des lieux d'inconfort, exposée sur ses bras ouverts de ce mini-labyrinthe, ce qui est rendu possible par l'activation spécifique de circuits, qui le caractérise donc comme étant impliqué dans l'anxiété. Est-ce que c'est seulement l'homme? Est-ce que c'est seulement la souris? Non, justement. En fait, chez l'homme, on peut faire des choses aujourd'hui du même registre. Et là, vous avez une photo du professeur Benhabib,
de Grenoble, qui a été lauréat du prix Lasker, qui est neurochirurgien et qui a développé une technique qui a paru initialement extrêmement expérimentale, consistant à descendre dans le cerveau d'un individu malade, des patients essentiellement atteints de maladie Parkinson, des électrodes venant stimuler telle ou telle région du cerveau impliquée dans la symptomatologie. Et cette technique qui est apparue initialement très expérimentale s'est généralisée. Alors je ne dirais pas que tout patient parkinsonien en bénéficie, mais que nombreux sont les patients parkinsoniens qui en bénéficient, et avec des changements qui sont extrêmement spectaculaires au gré de cette stimulation. Je vais vous montrer un exemple d'un patient qui a une symptomatologie parkinsonienne typique, avec un tremblement que vous imaginez extrêmement invalidant, et chez lequel a été mis en place un dispositif de stimulation intracérébrale, stimulation cérébrale profonde, c'est l'autre terme à utiliser, que le neurochirurgien ou le neurologue ici va activer. Donc il le met en marche. Et vous allez voir le changement de la présentation clinique chez ce patient jusqu'ici extrêmement invalidé. Pouf, plus aucun tremblement. Il se met à parler très simplement. Je n'ai pas mis le son, c'est une vidéo américaine. Là, il fait de la motricité fine, qui est une motricité fine qu'on n'arrive pas à faire quand on a une maladie de Parkinson. C'est typiquement les circuits dans la maladie de Parkinson qui altèrent ce circuit. Et il est évidemment tout content de se voir ainsi transformé. Donc voilà quelque chose qui, partant de la souris, paraissant extrêmement expérimental, est devenu une pratique clinique avec le type d'effet que vous pouvez observer ici. Est-ce qu'en psychiatrie, c'est légitime? Est-ce qu'en psychiatrie, c'est quelque chose dont on doit parler, la stimulation cérébrale profonde? Eh bien, oui, il y a eu des grandes publications, d'ailleurs françaises, par exemple, dans le trouble obsessionnel compulsif ultra-résistant. Mais au-delà de cette démonstration clinique, j'aime montrer cette vidéo qui illustre avant tout, je pense, en quoi les neurosciences sont un bouleversement. Cette vidéo, c'est la vidéo d'une patiente chez laquelle une électrode avait été introduite pour traiter une maladie neurologique. Et quand on met une électrode comme ça, il y a sur l'électrode plusieurs plots de stimulation. Et il y a toute une étape de réglage qui consiste à choisir sur quel plot on stimule pour être au plus près de la cible et avec quels paramètres de stimulation. Et là, l'équipe d'Ivagine, à la Pitié, dans une observation qui était faite par Béjani, va constater que cette dame relativement jeune, elle a 65 ans, qui est ici avant la mise en place de la stimulation sur ce plot spécifique, va littéralement s'effondrer. Vous la voyez en pleurs ici. Et puis dès qu'on va arrêter la stimulation, vous allez voir qu'elle est toute étonnée. Et je pense que c'est important d'avoir vu ça une fois pour imaginer ce que peuvent être les circuits des émotions et de cette symptomatologie d'allure dépressive, mélancolique même, qui est ici provoquée. Alors si c'est trop fort, je baisserai. Alors, la stimulation est élevée. Elle entend, elle sentit. Est-ce que vous avez mal, madame? La simulation est off. On lui demande comment elle va. Et là, elle est toute étonnée. Et elle en rit. Et ça, c'est 4 minutes après. Donc vous voyez l'induction d'une symptomatologie d'allure mélancolique en quelques secondes au gré d'une stimulation d'une région cérébrale
et qui récupère tout aussi rapidement dès l'arrêt de la stimulation. Donc vous voyez que pour ce qui est de notre conception de ce qu'est un trouble de l'humeur, de ce qu'est l'effondrement dans le champ de cette maladie mentale, une des plus fréquentes qui est la dépression, vous voyez qu'une région spécifique du cerveau stimulée peut provoquer le cortège de ces symptômes en quelques secondes. Et ça, c'est quelque chose qui bouleverse évidemment notre perception de la pathologie psychiatrique, mais c'est quelque chose qui plus largement bouleverse notre conception du fonctionnement psychique, dans la mesure où on met en évidence, et de façon très immédiate et de façon très paramétrée dans la logique d'une expérimentation scientifique, même si c'est ici sous la forme d'une observation clinique, une modification drastique du fonctionnement de l'être au monde d'un individu. Comment on doit le penser ça ? Certains de nos collègues, ici un psychanalyste connu, décédé, ancien chef de clinique à Sainte-Anne d'ailleurs, il y a bien longtemps, André Green, avait écrit cet ouvrage qui était un peu une revendication chant du cygne de cette possibilité d'une causalité psychique. Et en fait, cette démarche, elle nous paraît plus possible à la fréquentation des neurosciences pour deux raisons. La première, c'est que du point de vue de la démarche philosophique ou scientifique, elle n'est pas pertinente en termes de science. Une recherche causale n'est pas appropriée. La recherche d'une forme de causalité, c'est quelque chose qui conduit toujours par récurrence à chercher d'autres causes à ce qu'on observe et in fine à Dieu, cet asile de l'ignorance, pour le dire à la Spinoza, par récurrence successive. Donc en termes de science, la question même de la causalité n'est pas pertinente. Ce que nous cherchons en science, c'est les conditions nécessaires, les conditions requises pour l'apparition d'un phénomène. C'est pas une forme de causalité. La deuxième chose, c'est que ce qui est dit dans ce titre, c'est qu'il serait possible de penser une causalité psychique versus une causalité biologique, c'est-à-dire in fine d'être dualiste. Ce qui est une position philosophique forte qu'il est difficile de tenir aujourd'hui. En tout cas que les neurosciences interrogent encore plus en montrant qu'une intervention purement physique, ici une stimulation électrique, provoque un désespoir. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, cette patiente, elle disait pas j'ai mal, elle disait pas j'ai telle sensation désagréable, elle disait j'en ai marre de la vie. Donc, ce que vous induisez en quelques secondes, c'est l'idée qu'il vaudrait mieux en finir. D'ailleurs, on peut pousser un peu plus loin dans ces retranchements le dualisme et se poser même la question de la pertinence qu'il y aurait à parler de libre arbitre, puisque les neurosciences interrogent la question régulièrement avec des publications qu'on fait date. J'en cite une ici, il n'y a pas très longtemps, dans Nature Neuroscience, qui est simplissime, hein, qui consiste à demander à ce que des individus choisissent sur un écran qui apparaît, une succession de lettres qui apparaît, on leur demande à certains moments de prendre la décision, à leur initiative, de cliquer à droite ou à gauche, à leur initiative. C'est-à-dire il n'y a rien dans l'expérience qui dit vous allez appuyer à ce moment-là. Et on leur demande d'indiquer quand ils ont pris cette décision. Donc le dispositif est très simple, hein, c'est vous prenez une décision qui est libre et vous indiquez quelle est la décision, quel est le moment de la décision selon vous, celle que vous avez pensé prendre. Je vais aller plutôt cliquer sur le bouton droit. Alors évidemment, vous trouvez une activité qui est une activité motrice classique correspondant à cette décision motrice, hein, c'est l'activité en rouge, et vous la voyez, le moment de la décision, là c'est ce trait rouge, vous la voyez dans ces régions motrices, cérébrales, sensorimotrices, c'est tout à fait classique, apparaître au moment, enfin dans les suites de la décision. J'ai décidé, j'active ma main, mon cortex, si c'est ma main droite, mon cortex moteur gauche s'active.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que en amont du moment de cette décision, encore ce point rouge, vous avez ici une activité cérébrale qui, à elle seule, suffit à prédire le choix qu'a fait l'individu. Donc, en amont du moment où il considère qu'il a fait le choix, la droite ou la gauche, ce n'est pas un choix politique, je vous rassure, juste moteur, eh bien, en amont de ce choix, son cerveau traduit déjà le fait que cette décision peut être prédite, c'est-à-dire concrètement, est-ce que c'est vers la droite ou est-ce que c'est vers la gauche? En fait, pour revenir à la question de la causalité, ce n'est pas ce qui nous intéresse une fois qu'on visite le cerveau tel qu'on le visite comme ça avec les neurosciences. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qui est le sujet de ce cerveau. Alors ça fait le délice de nos amis psychanalystes, lacaniens notamment, que cette question du sujet. Mais plus simplement, la grande question, c'est celle de celui qui fera le récit de ses choix. Et ça, c'est essentiel parce que, quels que soient les déterminants de votre action, vous allez en rendre compte. Il est possible d'en faire la narration, et ça, c'est constitutif de votre identité, et c'est probablement ce qui nous intéresse beaucoup plus aujourd'hui dans la compréhension du fonctionnement du cerveau et du fonctionnement psychique, plutôt que la question des causalités. Alors en matière de sujet de ce cerveau, de cet organe, il y a deux corporations qui se disputent cet organe, que j'ai là résumé à d'un côté les neurologues, mais on pourrait dire les neurochirurgiens, les neuro quelque chose, et de l'autre côté les psychiatres, et vous savez qu'ils se disputent comme chien et chat. Un ancien chef de service qui est Jean-François Hilaire à la Pitié-Salpêtrière, qui est donc dans un lieu où il y a, pour le caractériser simplement, 2 PUPH de psychiatrie adulte et une quarantaine de PUPH de neurologie, donc une situation d'intense minorité et probablement une forme de maltraitance à ce statut minoritaire, l'avait résumé ainsi avec une phrase que je trouve assez frappante en disant que le cerveau est l'organe dont les neurologues se pensent propriétaires et dont les psychiatres seraient les locataires. Et précisant vraiment cette différence entre celui qui est incarné, la maladie neurologique, elle est là, et j'en suis bien propriétaire de cette lésion, et celui qui ne fait que passer par là, c'est l'esprit qui passe, et qui en serait donc le locataire. Alors que vous voyez bien qu'on peut passer du jour au lendemain, ou presque, à la stimulation cérébrale profonde qui guérit des maladies de Parkinson, à la stimulation cérébrale profonde qui guérit ou améliore considérablement des TOC ultra sévères, ou qui provoque des symptômes majeurs d'allure mélancolique. Ça, c'est l'effet secondaire, mais si vous savez les provoquer en termes d'effets secondaires, ça veut dire que demain, on saura faire l'inverse. Donc on voit bien que cette question de la propriété de ces lieux, telle que l'a résumé ici dans sa situation très spécifique, est pas la bonne. La deuxième chose, c'est qu'on a un avantage sur les neurologues, c'est que de longue date, en fréquentant d'autres personnes, on sait qu'il ne faut pas viser et compter que sur cet organe. Ça rejoint l'illustration que j'ai pu montrer de ce que pensaient les psychiatres de ce que pouvait être le cerveau quand on l'ouvre. Et d'ailleurs, ça nous amène à une situation aujourd'hui, avec les neurologues, qui est une situation de type copropriété, et avec tous les enjeux d'une copropriété. Alors, nos psychiatres connaissons bien les enjeux de copropriété, parce que, alors évidemment, statistiquement, je vais me faire quelques ennemis en disant ça, mais il existe une psychopathologie quand même du président du syndic de copropriété, que je ne décrirai pas plus avant, et c'est toujours un enjeu, la copropriété. Ça menace toujours de mal se passer, avec quelque chose qui va au-delà de chien et chat aujourd'hui, qui va être un enjeu de revendication de territoire, et les parties communes, qu'est-ce qu'on en fait, et qui paye les frais de tout ça. À la petite échelle de l'hôpital que je connais bien, l'hôpital Sainte-Anne, c'est presque grand-guignolesque par moment. C'est-à-dire qu'on peut voir certains neurologues vivant leur présence au sein de cet hôpital majoritairement psychiatrique comme une blessure narcissique inconsolable.
On peut les voir au moment où ils construisent ou veulent construire un nouveau bâtiment dédié aux neurosciences cliniques, leur difficulté à intégrer la psychiatrie à l'intérieur de leur propre bâtiment. J'ai vu là, il n'y a pas longtemps le programmiste en charge du projet qui me décrivait mais si, la psychiatrie sera là, il y aura le bâtiment Neuro-Sainte-Anne et juste à côté il y a l'ancien bâtiment Raymond Garcin où il y aura la psychiatrie et des neurosciences, et entre les deux une passerelle. Évidemment, je lui ai demandé s'il avait prévu un pont-levis sur cette passerelle. Vous voyez bien ce type de problématique qui, en tout cas, est bien au-delà aujourd'hui de la question propriétaire ou locataire, mais c'est de la revendication d'une copropriété sur cet organe qui est le cerveau. Bien que je redise que nous, psychiatres, pensons que d'autres organes jouent des rôles clés. Je vais presque finir sur un point plus général sur ce que les neurosciences peuvent nous donner à penser de l'homme et parler d'un point de vue classique dans la philosophie, mais qui est ici représenté précisément par les neurosciences, qui est celui du fait que ce que nous manipulons à longueur de journée, dans le champ de notre fonctionnement psychique, ça n'est pas les objets eux-mêmes, c'est les représentations que nous avons de ces objets. Et être conscient, c'est être conscient d'une représentation mentale, d'une représentation interne, c'est-à-dire avoir une sorte de milieu intérieur qui vous permet de passer d'une représentation à l'autre, d'un mot à l'autre, sans avoir besoin d'une sorte de boucle stimulus-réponse telle qu'elle existe chez la limace ou dans quelques espèces un peu plus avancées. Alors ça, c'est une très grande force que de pouvoir fonctionner au travers des représentations mentales et pas de la boucle immédiate stimulus-réponse. Et cet espace intérieur, ce milieu intérieur des représentations, c'est ce qui fait notre capacité à planifier, puisque je ne réponds pas immédiatement à une stimulation, je suis capable de penser, y répondre plus tard, je suis capable de planifier une série d'actions qui m'amènera à tel ou tel résultat, je suis capable de construire une stratégie, je suis capable de me projeter dans le temps. Se projeter dans le temps, c'est dans le sens du passé, c'est revenir à mes souvenirs et en quoi ils sont constitutifs de mon identité, c'est aussi dans le sens prospectif, la mémoire du futur, c'est-à-dire savoir ce qu'il se passera ou imaginer ce qui pourra se passer dans le futur. Tout ça, c'est rendu possible par le fait que nous jouons avec des représentations. Mais ces représentations, évidemment, elles font écran et ce sera un peu commun, vulgaire de rappeler le mythe de la caverne, mais en substance, vous savez bien que au rythme de ces représentations, nous pouvons nous tromper et penser que les ombres projetées sur la paroi de la caverne sont les objets qui engendrent ces ombres. Les neurosciences, du point de vue le plus philosophique qui soit, ne renouvelle pas cette question, mais l'illustre de façon beaucoup plus commune et donc à mon avis de façon beaucoup plus perceptible, c'est le cas de le dire, en montrant que puisque nous jouons avec des représentations et que celles-ci sont portées par un organe qui, lui, a été défini par l'évolution avec des propriétés bien spécifiques, alors ces représentations subissent les contraintes de cette évolution et peuvent nous tromper. Là, je vais vous le montrer sur une représentation très simple. Notre cerveau et celui de nos ancêtres, les espèces antérieures, je veux dire, pas les Gaulois, il a appris à reconnaître des visages comme étant des objets convexes vers vous. Un visage, ce n'est pas concave vers vous, c'est convexe vers vous. De sorte que vous pourriez en faire l'expérience. Chez vous, prenez un masque, retournez-le. Vous verrez que c'est très difficile de se représenter le masque, cette figure, qui est le symétrique de ce que vous voyez habituellement, cette fois concave vers vous. En fait, votre cerveau constamment va reconstruire une image convexe vers vous. Et si vous faites bouger ce masque, vous pouvez en faire l'expérience chez vous, c'est une expérience qui a été faite par un très très grand neuroscientifique qui est Ramachandran,
qui a fait sa première publication dans Nature à 17 ans, un type absolument incroyable, extrêmement imaginatif, créatif, eh bien vous allez voir que vous n'arriverez pas à voir ce masque qui va tourner sur lui-même, continuer à tourner dans le même sens. Votre cerveau va s'y opposer. Il va faire quelque chose qui va vous surprendre, si ça marche, parce qu'il ne va pas accepter de voir ce masque-là qui est tourné vers vous du côté obscur. Pof, vous le voyez tourner en sens inverse. Et vous sentez d'ailleurs que c'est assez bizarre, hein, ce que ça provoque. Hein. C'est un moment curieux où vous devriez voir continuer à tourner dans le même sens en sens inverse. Ben non, je le vois qui inverse son sens de rotation. Si ça c'est possible à l'échelle de la représentation d'un visage, vous imaginez combien nombreuses sont les distorsions possibles de votre fonctionnement psychique. Et ça a été un grand courant de l'économie, qu'on appelle parfois de façon un peu impropre neuroéconomie, que de caractériser tous les biais de votre fonctionnement psychique, fonctionnement cognitif, qui, alors on peut en détailler, c'est très drôle, hein, ça a fait l'objet d'un prix Nobel d'économie qui est celui de Kahneman et Tversky, dont vous pouvez lire par exemple le dernier livre, Thinking Fast or Slow, de Kahneman, qui est un grand classique d'explications d'ailleurs très agréables à lire, vulgarisées, de ce que sont tous ces biais qui vont au-delà de la perception. Si c'est possible sur une simple perception, imaginez ce que c'est dans les modalités de raisonnement. Et par exemple, nous sommes, alors que tout notre cerveau est construit sur une mécanique bayésienne, nous sommes de très mauvais bayésiens. Nous savons très mal manipuler les statistiques. Qu'est-ce qu'il en est des maladies mentales au gré de ce que je viens de vous décrire, des pièges possibles, de la richesse et des pièges possibles des représentations? Je vais me risquer à formuler l'hypothèse que dans le champ de l'humanité, si vous reposez, si vous construisez votre rapport au monde sur la possibilité de vous y confronter de façon médiée par les représentations que vous en avez, eh bien vous pouvez imaginer que ces représentations se décalent un tout petit peu. Par exemple, j'ai parlé de milieu interne, la conscience. J'ai fait ma thèse de science avec Stanislas Dehaene sur les bases cérébrales de la conscience. On considère qu'il y a un réseau préfronto-pariétal qu'on appelle le Global Workspace, qui est coordonné de façon très fine, des régions du cerveau de façon très finement coordonnées les unes avec les autres. Il n'y a pas une région de la conscience, il y a une coordination de cet espace, et cette synchronisation très fine, c'est celle qui sous-tend l'accès à la conscience. D'ailleurs, elle s'allume littéralement quand vous accédez à la conscience, ce qui n'est pas le cas si vous percevez les choses non consciemment. Cette synchronisation très fine, si elle se décale un tout petit peu, elle va vous amener à ne plus bien faire la différence entre ce qui était une représentation que vous avez induite vous-même, une de vos pensées, et une perception externe, tel bruit, telle sensation physique. Et ce que je décris là, c'est le mécanisme le plus probable des hallucinations, à savoir le fait qu'à un moment donné, le cerveau de nos patients, le nôtre aussi, dans certaines conditions expérimentales, se trompe. Il pense que ce qu'il a lui-même engendré est le fait d'une réalité extérieure. Il confère à ce qui était une forme de monologue intérieur le statut d'une voix extérieure, les hallucinations. Ce que je veux dire par là, c'est que si on le pense ainsi, alors la question n'est pas de dire si il y a un lien ou pas entre créativité et maladie mentale, c'est de dire que les maladies mentales sont le corollaire de ce qui fait de nous des hommes, des êtres humains, c'est-à-dire notre capacité à manipuler des représentations, à être conscient de ces représentations. Des petits dérapages, des petits glissements amènent à un moment à une perception qui n'est plus partagée par les autres, et c'est l'expérience psychotique. D'ailleurs, du point de vue de l'évolution, on n'a jamais bien compris pourquoi cette grande fréquence des maladies mentales.
Pourquoi 1%, 3%, 20% pour la dépression, respectivement schizo-bipolaire, dépression. Il y a des modèles phylogénétiques qui essayent de trouver un avantage évolutionniste aux maladies mentales. Bon courage, ça n'a pas de sens et ils achoppent très vite. En fait, cette constante proportion irréductible, implacable des maladies mentales, moi je pense, comme quelques autres, que c'est en fait le corollaire de ce qui fait de nous des êtres humains, une forme de prix irréductible à payer pour notre humanité. Alors qu'est-ce qui va se passer quand notre humanité va changer ? Et je finirai sur le bouleversement à venir, qui est celui de l'augmentation face à un enjeu majeur qui est l'intelligence artificielle. Alors on entend parler régulièrement, il y a beaucoup de choses à en dire. Laurent Alexandre, encore dernièrement, a commis un livre sur la guerre des intelligences, qui est bien fait d'ailleurs. Il a réussi à être moins provocateur que d'habitude. Vous savez que l'intelligence artificielle, c'est un raz-de-marée, que gagner aux échecs, c'était facile, alors qu'on avait annoncé que c'était pas possible. Gagner au Go, on a annoncé possible. La dernière version d'AlphaGo apprend elle-même tout seul et écrase à plat de couture AlphaGo numéro 1 qui avait écrasé le plus grand champion du monde de Go. Parce qu'il y a un jeu d'une très grande complexité, le Go. Donc l'intelligence artificielle, elle arrive à grande vitesse. Elle arrive à grande vitesse au gré, pour le dire très simplement, de modalités d'apprentissage qui sont très semblables à ce que notre cerveau fait, ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, qui sont en fait des réseaux de neurones qui apprennent sans qu'on leur ait dit tu vas faire ça puis ça. Autrefois, l'intelligence artificielle, c'était une forme de cybernétique qui disait fais 3 pas à droite puis 2 à gauche, si tu rencontres un obstacle, retourne en arrière. On devait tout programmer. Maintenant, le système apprend tout seul. C'est ça l'enjeu principal du deep learning. Qu'est-ce que ça change en médecine ? En médecine, ça va arriver, ça va être un tsunami terrible, ça va changer beaucoup des pratiques. Dans Nature était publié l'année dernière, d'ailleurs techniquement c'est encore cette année, c'était en janvier, ce papier montrant que un algorithme de deep learning auquel on apprend à faire un diagnostic de cancer de la peau, ça veut dire qu'il voit des milliers d'images de cancer de la peau ou de lésions qui n'étaient pas des cancers de la peau. Il faut l'éduquer, hein, comme nos enfants. Il apprend. Et bien, une fois qu'il a appris, il est meilleur que, comme vous voyez ici, des dermatologues certifiés de l'État de Californie. Donc, dans une logique d'expertise visuelle très simple, et ça, il est évident que la radiologie, l'anatomopathologie, toutes les disciplines qui reposent sur une appréhension très immédiate, très directe d'un percept visuel, par exemple, vont être totalement bouleversées par cette puissance de l'intelligence artificielle. Mais la psychiatrie aussi. On pourrait se dire, nous, psychiatres, non, à vrai dire, l'enjeu de la relation humaine, de ce colloque singulier entre un patient et un psychiatre, le rend peu probable. Je pense que c'est une perception qui est fausse, hein. Il n'y a qu'à voir à quelle vitesse, avec quelle simplicité nous pouvons attribuer des intentions à notre chien, voire à notre table, et encore plus à un petit robot qui a l'air de sourire au bon moment. Donc, sans aucun doute, la psychiatrie sera elle aussi bouleversée par l'intelligence artificielle. Et en matière de deep learning, a été publié la semaine dernière dans une des nouvelles déclinaisons de Nature Human Behavior, cette publication qui montre qu'un algorithme est capable de dire parmi des individus qui font une IRM fonctionnelle dans une tâche particulière avec une efficacité de classification de 94% de ces jeunes, s'ils ont ou non fait un passage à l'acte suicidaire auparavant. Donc ce système est capable d'apprendre sur la base d'une imagerie, encore une fois, regarder ce qui se passe dans le cerveau, très rapidement quelque chose qui ne passe plus, là, très directement, c'est l'observation, d'un point de vue épistémologique, c'est le fait, par l'interrogatoire, le récit que ce jeune, ce patient peut faire, a-t-il fait ou non un passage à l'acte suicidaire.
Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, Skynet n'est pas loin, Terminator et ses enjeux ne sont pas loin, et dans la rubrique californienne, certains ont pensé qu'il fallait répondre en augmentant nos capacités. L'individu que vous voyez là, qui a l'air d'ailleurs lui-même augmenté, Elon Musk. Je pourrais vous montrer d'ailleurs des photos d'évolution de lui quand il était un jeune geek ou maintenant, et vous verrez ce que c'est qu'un homme augmenté. Il n'y a pas de doute qu'il l'est de plein de façons différentes. A créé cette nouvelle société. Elon Musk, c'est l'homme qui a créé SpaceX, Tesla, et il a créé cette nouvelle aventure qui est Neuralink, qui dit en substance le tsunami de l'intelligence artificielle appelle une réponse qui est l'hybridation de l'homme avec les machines pour essayer de ne pas être dépassé. Vous savez que dans la logique transhumaniste, ce tsunami de l'intelligence artificielle devrait arriver à un moment qui s'appelle la singularité. Tout ça est porté par une sorte d'ambiance philosophique ou idéologique qui est ce tournant où l'intelligence artificielle fait mieux, pourra se reproduire toute seule et donc nous laissera, nous l'humanité, sur le bas-côté. Lui disant il faut s'hybrider, il n'y a pas le choix. Ça a pu paraître comme d'emblée une forme de chimère, cette perspective d'hybridation homme-machine, alors que en fait c'est une réalité quasiment immédiate. Je finirai sur ces 3 à 4 dernières slides, puisque oui, il est tout à fait possible aujourd'hui d'hybrider l'homme avec des machines. Je vais vous montrer un exemple de cette dame. Alors, on refait le trajet depuis la neurologie, c'est amusant, c'est intéressant d'ailleurs. Cette dame, elle est paralysée, tétraplégique. Vous voyez qu'elle est sur un fauteuil roulant avec des rétractions, comme c'est classique. Et en fait, ce qu'on met en place sur cette dame, c'est un dispositif d'enregistrement de son fonctionnement, du fonctionnement de son cortex moteur et prémoteur, qui est, on ne voit peut-être pas très bien ici, qui est ici, qui enregistre son activité et elle va par biofeedback progressivement apprendre, sans très bien savoir comment d'ailleurs, par essai-erreur en fait, comment manipuler via l'enregistrement de son cerveau une main mécanique. Et elle va apprendre et elle va être très bonne, puisque, alors je vais vous montrer à quoi elle arrive in fine. Bon, ça c'est le neurologue qui est de plus en plus content. Et vous allez voir ce qu'elle arrive à faire in fine. Voilà la main mécanique qui est donc commandée par elle-même sans qu'elle sache très bien comment, c'est-à-dire par apprentissage, essai-erreur, ce biofeedback, et qui va lui apporter ce qu'elle n'a pas fait depuis bien longtemps, cette boisson. Et le neurologue est très content. Donc, oui, il est possible de transmettre ses pensées, en tout cas ses pensées motrices. Vous avez déjà dit qu'on pouvait les anticiper, les prédire avant même que le sujet sache qu'il a pris sa décision, mais il est possible de les enregistrer et d'en faire quelque chose hybridé homme-machine, là, qui restaure une forme de motricité. Est-ce qu'on peut aller plus loin que la motricité? On va pouvoir aller très vite, beaucoup plus loin que la motricité, parce qu'on est capable d'identifier dans le cerveau des régions qui correspondent à des activités extrêmement fines. Et ça, c'est une autre publication dans Nature qui avait montré, chez des patients qui avaient des électrodes dans le cerveau, que certaines toutes petites parties de leur hippocampe pouvaient répondre à un objet très précis. Toute petite partie, ça veut dire que c'est presque le neurone unique. Alors c'est un peu exagéré, c'est une centaine de neurones. Une centaine de neurones, on est très très loin de ce qu'on sait faire habituellement. Et qu'est-ce que constate l'équipe de Quiroga? C'est que l'une de ces micro-électrodes elle réagit quand on montre cette photo. Je ne sais pas si vous voyez bien. Cette dame, c'est Halle Berry, une ancienne gentleman girl. Pouf, ça décharge. Ce groupe de neurones se met à décharger quand on montre cette actrice. Et chose amusante, ça décharge quand on la montre, cette actrice, dans une toute autre photo. C'est-à-dire que l'objet physique, là, il est très différent.
la nature physique de cette image et de cette image, ça n'a rien à voir. Ce qui est constant, c'est l'identité de l'actrice qui se trouve sur cette photo. Et on peut aller plus loin encore, jusqu'au fantasme peut-être. C'est la même quand elle jouait Catwoman. Eh bien, quand elle jouait Catwoman, c'était elle donc, eh bien, il n'est pas si évident de la reconnaître quand même. Ça veut dire que vous savez, vous, que c'est Halle Berry, enfin pas vous, mais l'individu qui a cette microélectrode. Eh bien, si on regarde précisément, eh bien, le même groupe de neurones décharge, si je puis dire, en l'occurrence pour Catwoman, et plus fort encore, il décharge encore plus fort pour le simple nom de Halle Berry. Donc si aujourd'hui on sait identifier dans le cerveau une sous-population ultra fine qui correspond à une représentation Halle Berry parmi toutes les femmes du monde, parmi toutes les actrices, alors la démarche du neurofeedback que j'ai décrite sur la motricité, demain elle sera possible sur des choses beaucoup plus complexes. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Et j'en terminerai par là. Eh bien, ce que l'on peut prédire, c'est que, je reprends l'une de mes prémices, qui était de dire les maladies mentales sont le prix à payer, le corollaire de ce pouvoir, de cet organe, le cerveau, de ce pouvoir de notre fonctionnement psychique. Parce que vous pouvez vous libérer des contingences matérielles immédiates au travers des représentations du monde, vous pouvez aussi vous y perdre et souffrir d'une maladie mentale. Eh bien, si demain on augmente encore ces capacités, ce que l'on peut prédire, c'est que ça ne sera pas 1% de schizophrène, de 3% de bipolaire, 20% de dépression, ce sera beaucoup plus. Et si aujourd'hui, dans la question de l'hybridation homme-machine, on insiste sur une polarisation entre les très riches qui pourront, à la Elon Musk, se payer l'hybridation pour devenir géniaux, et ceux qui n'auront pas accès à cette augmentation et qui seront effacés de la carte, en tout cas professionnelle, par l'intelligence artificielle, en fait, cette polarisation, elle ne fait qu'en annoncer une beaucoup plus inquiétante encore. C'est une polarisation entre ceux dont le cerveau supportera l'augmentation et ceux dont le cerveau dérapera, comme celui de nos patients. Est-ce qu'on peut essayer de lutter contre? Alors on peut être créatif et généralement on trouve toujours une façon de glisser une peau de banane à ces êtres qui nous arrivent en courant. Mais en fait, très honnêtement, la bataille elle est déjà perdue. Et le pari que je fais, c'est que l'hybridation homme-machine, elle est déjà possible, elle sera encore plus possible, mais elle va s'accompagner d'une polarisation entre ceux qui effectivement deviendront géniaux au gré de cette augmentation et ceux qui déraperont. Je vous remercie.